Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers de pensée assez déstabilisante, mais vraiment brillante. C'est le moins qu'on puisse dire. Celle de Nassim Nicolas Taleb à travers son livre Le lit de Procuste. Et rien que le titre, en fait, c'est déjà tout un programme. Ça vient d'un mythe grec qui va nous servir de fil rouge, quoi. Ah oui, l'histoire de Procuste. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Procuste, c'était un aubergiste dans la Grèce antique. Avec un sens de l'hospitalité, disons, très particulier. Voilà, c'est ça. Il avait un seul lit pour tous ses voyageurs. Et si le voyageur était trop grand pour le lit, Eh ben, il lui coupait les jambes, ce qui dépassait, hop, c'est ça. Et s'il était trop petit, il l'étirait. jusqu'à ce qu'il ait la taille parfaite. La méthode était brutale, mais pour lui, le résultat était impeccable. Dans tous les cas, le client était parfaitement ajusté. Et c'est là que Taleb nous cueille. Il prend ce mythe un peu horrible et il nous dit « Ok, regardez autour de vous, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps. » Ah oui, C'est pas juste qu'on se trompe de catégorie, c'est plus violent que ça. On modifie la réalité, on modifie les gens pour qu'ils rentrent de force dans nos jolis modèles, nos théories bien propres. d'accord. Il donne un exemple qui est frappant d'emblée. Les enfants à l'école. On voit un gamin qui bouge un peu trop, qui a du mal à se concentrer sur un programme unique. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des médicaments pour modifier son cerveau, pour qu'il s'adapte au programme. On adapte l'enfant au système. Voilà. Au lieu de faire l'inverse. C'est le lit de Procuste dans toute sa splendeur moderne. C'est une image incroyablement puissante. Mais alors, concrètement, où est-ce qu'il voit ce mécanisme à l'œuvre? Parce que ça sonne comme une accusation très, très large contre la modernité, en fait. C'est exactement ça. Le cœur de sa cible, c'est une forme d'orgueil. Il appelle ça l'arrogance épistémique. L'arrogance épistémique. Oui, c'est cette foi un peu aveugle qu'on a, surtout depuis les Lumières, dans nos modèles rationnels. On se dit que nos théories sont plus justes que la réalité elle-même. Et donc, si le monde ne correspond pas à la théorie, C'est la faute du monde. C'est le monde qui a tort, qui est désordonné. On ne remet pas en cause le modèle, on remet en cause la réalité. C'est fou quand on y pense. et il a des aphorismes là-dessus qui sont terribles, je pense à celui sur le monde académique. Ah oui, je vois lequel. Il dit un truc du genre l'académie est à la connaissance ce que la prostitution est à l'amour. C'est violent. Assez proche en surface, mais pour le non-gogo, pas exactement la même chose. C'est d'une acidité. Absolument. Ce qu'il leur reproche, en fait, c'est de créer des théories élégantes, mais qui n'ont aucune prise avec le réel. Aucune conséquence pour celui qui l'a créé. C'est ça. Pas de peau dans le jeu, comme il dit. Exactement. Il oppose la robustesse de la nature, qui a survécu à des milliards d'années d'épreuves, à la fragilité de nos petites théories modernes. Il a une autre phrase qui va dans ce sens. En science, vous devez comprendre le monde. En affaires, vous avez besoin que les autres le comprennent mal. C'est parfait. Ça vise les consultants, les économistes, les experts en tout genre, qui nous vendent des certitudes bien propres sur un monde qui est, par nature, complexe et désordonné. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'arrête pas au grand système. Il applique cette même idée à nos vies de tous les jours. Et c'est là que peut-être ça devient le plus inconfortable. Ah oui. Je pense à cette phrase choc. Il n'y a pas d'état intermédiaire entre la glace et l'eau, mais il y en a un entre la vie et la mort, l'emploi. Ça secoue, hein. Ça secoue, oui. Ou encore, les 3 addictions les plus nocives sont l'héroïne, les glucides et un salaire mensuel. Mettre le salaire mensuel au même niveau que l'héroïne. C'est une provocation, bien sûr. Mais elle est très logique dans sa pensée. Le salariat, pour lui, c'est le lead Procuste par excellence. C'est la boîte. La boîte. Oui, les horaires fixes, le trajet quotidien, le bureau, c'est une tentative de rendre chaque journée prévisible, de la vider de toute surprise. On s'enferme pour la sécurité d'un revenu et en échange, on sacrifie une part de notre vitalité. D'accord, je vois. Il y a cette image qu'il utilise, je la trouve géniale, c'est l'homme d'affaires à Dubaï. Oui. Il arrive à son hôtel de luxe, il laisse un porteur s'occuper de ses valises, qui sont lourdes, Normal. et 5 minutes plus tard, il est où? À la salle de sport de l'hôtel, en train de soulever des poids en métal. C'est complètement absurde en fait. C'est l'absurdité totale. Voilà, il paye pour éviter un effort naturel et fonctionnel, puis il paye à nouveau pour faire un effort artificiel et stérile. C'est une déconnexion totale. On sépare l'effort de son utilité. Mais, alors, c'est quoi l'alternative, Eric? Il parle de vie paléo. Ça sonne un peu comme un régime à la mode, mais j'imagine qu'il entend autre chose par là. Non, bien sûr, ce n'est pas un appel à retourner chasser le mammouth. La vie paléo, pour lui, c'est une vie qui embrasse l'imprévu. Hmm. Une vie où on est stimulé par l'environnement, pas par un agenda.
C'est l'artisan qui ajuste sa journée en fonction de la météo, de son inspiration. C'est le flâneur qui se perd dans une ville. Il y a une phrase terrible pour ça. Laquelle? Si vous savez le matin à quoi ressemblera votre journée avec une quelconque précision, vous êtes un peu mort. Exactement. L'idée n'est pas de ne plus rien faire, c'est de réintroduire de la flexibilité, des espaces où l'inattendu peut arriver. Du coup, c'est une critique radicale de notre obsession pour l'efficacité, non? On veut tout optimiser, tout planifier, et lui il nous dit « La plupart des efficacités modernes sont des punitions différées. C'est ça. On pense gagner du temps, mais en réalité, on se fragilise. On devient super performant à l'intérieur de notre petite routine. » Mais complètement incapable de gérer le moindre imprévu. Absolument. Le moindre grain de sable fait dérailler la machine. Et cette philosophie, elle s'applique aussi à sa vision de la connaissance. Ah oui, alors là, c'est peut-être le point le plus contre-intuitif de tous. Dans notre société de l'information, on est obsédé par l'accumulation. Il faut lire plus, savoir plus, ne rien rater. La fameuse peur de manquer, le FOMO de l'information. C'est ça. Et Taleb arrive et nous dit, en gros, vous faites fausse route. Complètement. Pour lui, la vraie connaissance, elle est soustractive, pas additive. Il écrit « La connaissance est soustractive, ce que nous enlevons, non ce que nous ajoutons ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans un monde complexe, le plus important, ce n'est pas de trouver la meilleure chose à faire, c'est quasi impossible. D'accord. Le plus important, c'est d'identifier et d'éliminer toutes les mauvaises options, toutes les actions qui mènent à la catastrophe. La sagesse, c'est d'enlever le bruit, les erreurs, les biais, pas d'ajouter des théories. C'est ce que les anciens appelaient la via negativa, la voie négative. Exactement ça. Il dit que l'âge de l'information a augmenté la toxicité des données bien plus vite que leurs bénéfices. On est noyé. Ce qui nous amène à un de ces aphorismes les plus brutaux. Pour faire faillite à un imbécile, donnez-lui des informations. C'est terrible, mais c'est tellement juste. Trop d'infos, surtout de mauvaise qualité, ça ne rend pas plus intelligent. Au contraire, ça donne une fausse confiance. C'est une immense leçon d'humilité en fait. Accepter qu'il y a des choses dont la logique nous échappe, mais qui ont survécu à l'épreuve du temps. Une logique plus robuste que nos belles théories. Faire confiance à ce qui est ancien et éprouvé plutôt qu'à la dernière innovation à la mode. C'est un renversement complet de nos valeurs. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on est parti de ce mythe de Procuste, l'aubergiste un peu psychopathe. On peut le dire. Et à travers lui, Taleb nous a offert une grille de lecture pour critiquer l'arrogance de nos systèmes, l'absurdité de nos routines de travail. Vu comme un esclavage volontaire. Et même notre façon de voir la connaissance comme une accumulation. C'est un outil mental très puissant. Une fois qu'on l'a en tête, on commence à en voir partout. Des lits de Procuste. Dans les évaluations en entreprise, dans l'urbanisme, dans les régimes alimentaires, partout. C'est une pensée exigeante, c'est sûr. Elle ne donne pas de solution facile. C'est plutôt une posture, une éthique de vie. Et pour conclure, il y a un aphorisme qui, pour moi, résume tout. Ah oui. Il dit « Une idée commence à être intéressante lorsque vous avez peur de la mener à sa conclusion logique. » C'est une excellente conclusion. Ça pousse à se demander, de toutes ces idées qu'on vient d'explorer, sur la fragilité de nos carrières, sur l'illusion de l'info, laquelle nous fait le plus peur, si on osait vraiment la prendre au sérieux dans notre propre vie? C'est exactement la question qui reste en suspens. Et c'est peut-être dans cette peur que se trouve le chemin le plus intéressant. Savoir identifier le lit confortable dans lequel on s'est installé. Et se demander quel prix on paie, vraiment, pour y rester.